Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Histoire en série où nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir une des grandes spécialistes de l'étude historique des séries, Marjolaine Boutet. Bonjour. Bonjour. Alors Marjolaine, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie Jules Verne. Vous êtes donc une des grandes spécialistes des séries TV et des représentations aussi de la guerre. Donc vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Les séries télé pour les nuls au PUF en 2009, Sériscopie, guide thématique des séries télé chez Ellipse en 2011, Vampire au-delà du mythe, toujours chez Ellipse en 2011, et puis l'ouvrage Cold Case, La mélodie du passé au PUF en 2013. C'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, on va y revenir, et des ouvrages d'histoire, notamment avec Philippe Nivel, La bataille de la Somme, L'hécatombe oubliée, et puis une série, historique française, Un village français, une histoire de l'occupation, chez La Martinière en 2017. Alors, vous avez aussi d'autres casquettes, notamment de chroniqueuse de séries télé pour le magazine Phosphore, mais aussi pour l'émission sur France Inter, Une heure en série, où vous intervenez régulièrement, et vous êtes membre de nombreux comités éditoriaux de revues en rapport avec les médias, notamment TV et séries, Le Temps des médias et Saison. Voilà, j'ai fini votre biographie assez complète et donc je voulais aujourd'hui qu'on parle tous les deux d'une série américaine qui s'appelle Cold Case. Alors dites-nous tout sur cette série-là. Alors, c'est une des rares séries des années 2000 qui n'est pas éditée en DVD. Déjà, c'est la première particularité de Cold Case, du fait de la richesse de sa bande originale et de questions de droits musicaux. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire un livre sur cette série qui, contrairement à d'autres, n'est pas archivé physiquement sur DVD. Donc Cold Case, qu'est-ce que c'est ? C'est un procédural qui est encore diffusé au moment où on parle le dimanche soir en ce moment, je crois que c'est sur TMC. Et donc c'est ce qu'on appelle un procédural, c'est-à-dire une série policière où chaque épisode correspond à une trame narrative bouclée et qui est à peu près toujours la même, c'est-à-dire que l'on commence par une scène en flashback qui nous amène plus ou moins loin dans le temps, entre 1919 et le début des années 2000, qui nous plonge donc dans un univers. Puis on découvre dans les personnages qu'on a vus dans cette scène lequel ou lesquels sont les victimes d'un meurtre non élucidé. On voit le policier de l'époque qui qui met les archives de cette affaire du côté des affaires non classées à la police de Philadelphie. Et enfin, la dernière séquence, donc toujours la même en début de générique, on voit la police de Philadelphie menée par le personnage principal de la série qui s'appelle Lily Rush, qui va réouvrir pour une raison ou pour une autre cette affaire non élucidée. Et à la fin de l'épisode, l'affaire a été élucidée, le carton d'archives change de lieu d'archivage, elle est considérée comme classée et souvent les policiers ou un autre personnage dit au revoir symboliquement au fantôme de la victime qui apparaît dans le présent sur fond donc d'une musique qui en général résume l'épisode ou élargit sa signification pour le téléspectateur. Et au milieu de ça, c'est de la série policière assez classique dans la mesure où on va interroger les suspects les uns après les autres et évidemment le coupable est celui qu'on ne soupçonnait pas et il est démasqué en toute fin d'épisode.
Alors Cold Case, c'est une série assez énorme, hein, plus de 156 épisodes, je crois, si je me trompe pas. 156. Voilà, avec diffusée en plus sur une chaîne grand public, hein, puisqu'elle était diffusée sur France 2. Donc c'est pas sur une plateforme privée, donc c'est quelque chose qui a touché un large public. Alors j'aurais aimé, comme première question, savoir qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant qu'historienne, à vous tourner. Vous avez évoqué l'idée qu'elle n'est pas sortie en DVD, mais peut-être expliquer votre démarche aussi à ce moment-là. Ouais. Comment on peut travailler là-dessus? Si je me suis intéressée aux séries télévisées en tant qu'historienne depuis le début des années 2000, hein, mon DEA d'histoire sur les séries des années 80 et la guerre du Vietnam, je l'ai fait en 2002-2003. Moi, c'est précisément la dimension populaire des séries télévisées qui m'intéresse. Les séries télévisées de préférence quand elles sont diffusées sur des grandes chaînes. Alors, vous avez parlé de France 2, ça c'est pour la diffusion française, mais originellement, donc c'est une série qui a été créée pour la chaîne CBS aux États-Unis dans les années 2000, qui est la chaîne la plus regardée aux États-Unis, pour la case du dimanche soir à 21h, qui est une case extrêmement regardée et qui s'adresse à un public familial, mais aussi plutôt âgé, puisque l'audience de CBS, c'est un peu, l'équivalent de l'audience d'ailleurs de France 2, c'est un public plutôt âgé, assez conservateur aux États-Unis. Donc c'est ça qui m'intéressait vraiment, cette dimension populaire. Qu'est-ce que la fiction populaire, qui est censée s'adresser au public le plus large, véhicule comme message, et notamment comme message politique. Donc c'est pour ça que la série m'a intéressée. Et puis dans le résumé un peu long que j'ai fait de la trame narrative, bien évidemment ce qui m'intéresse dans cette série, c'est le rapport des policiers à l'histoire, puisqu'ils vont réouvrir des cartons d'archives, réinterroger des témoins, et avec une démarche donc évidemment très semblable à la méthode des historiens, dans une recherche de vérité, et puis avec une reconstitution du passé, qui est une reconstitution à la fois visuelle mais aussi sonore. Donc voilà, il y avait toutes ces dimensions-là qui m'intéressaient vraiment. Et puis c'est vrai que j'ai une prédilection pour les énormes corpus, et même les énormes corpus répétitifs, puisque j'avais fait ma thèse sur les manuels scolaires américains et leur façon de raconter les guerres que les États-Unis ont fait à l'étranger de 1898 à 1991, et j'avais un corpus de 145 manuels scolaires, donc 145 fois la guerre hispano-américaine. Voilà, donc ça se traite en histoire sous forme de base de données. Pour Cold Case, j'ai fait d'immenses tableaux Excel avec des catégories pour pouvoir repérer évidemment les périodes, les événements représentés, faire des statistiques sur le genre et l'âge des victimes, leur appartenance sociale, même chose pour le tueur, voilà, des choses très, très quantitatives. Évidemment un énorme fichier pour les musiques entendues dans chaque épisode. Et puis ensuite, à partir de cette analyse quantitative, j'ai sélectionné un peu plus de la moitié des 156 épisodes. Je crois que j'en ai analysé vraiment très précisément, très finement, 82 sur 156, pour faire aussi une analyse qualitative les plus précises des scènes, des dialogues, des montages, des choix de mise en scène, etc. Alors, dans votre ouvrage, vous avez commencé par le titre « Portrait de flic en historienne » avec une sous-partie qui m'a intéressé particulièrement, c'était l'idée de un regard neuf, vous l'avez un petit peu évoqué, sur le passé. En quoi cette série, elle peut être similaire au travail, vous l'avez un peu dit, d'historien, sur le regard qu'il y a sur le passé? Ce que j'ai trouvé très, très touchant dans cette série en tant que spectatrice, puisque c'est d'abord en tant que spectatrice que je l'ai regardée avant de la revoir pour le livre, c'est évidemment cette mise en scène de l'émotion que ressent l'historien à l'ouverture d'un carton d'archives.
Et je trouve on voit très bien dans la série l'émotion qu'a notamment le personnage principal, mais pas seulement, donc Lily Rush, à toucher les traces du passé, à relire des lettres, des journaux intimes, à retrouver des objets qui ont appartenu à la victime, parce que c'est aussi ce qui est très particulier dans cette série, c'est que c'est une série qui met en valeur la victime, et non pas le crime, et non pas le tueur. C'est vraiment un hommage à la vie, à une vie qui s'est interrompue, et c'est aussi une vision donc, de l'histoire comme une histoire des victimes qui sont davantage les victimes de leur époque que les victimes du mal ou les victimes d'un méchant. Donc c'est des personnages qui en général sont en avance sur leur époque, et qui sont tués précisément parce que le reste de la société, et particulièrement leur milieu familial, n'est pas prêt à accepter cette autre façon d'être, d'être au monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans la façon de représenter l'histoire. Il y a un épisode évidemment particulièrement intéressant pour les historiens, qui est le 2e épisode de la saison 6, donc ça arrive assez tard dans la série, mais où la victime, donc, et qui est donc le personnage secondaire le plus important de l'épisode, est une jeune prof d'histoire qui fait partie de ce programme aux États-Unis des jeunes diplômés des grandes universités américaines qui vont faire une sorte de service civique en enseignant pendant quelques années dans des lycées malfamés aux États-Unis. Et bref, et donc cette jeune diplômée emmène sa classe dans un terrain vague à Philadelphie pour leur dire que l'histoire est partout autour d'eux. Et c'est intéressant parce que Philadelphie, c'est effectivement une des villes des États-Unis où le patrimoine historique est le plus fort. Il y a la cloche de la liberté, il y a l'endroit où a été signée la Constitution. Enfin, c'est vraiment une ville très très historique. Mais là, elle les emmène sur un terrain vague, et pour leur dire, qui est dans leur quartier, donc défavorisé, et pour leur dire, là, sous vos pieds, il y avait un marché aux esclaves. Et c'est vraiment cette vision de l'histoire qui est l'histoire des oubliés, qui est l'histoire qui n'a pas forcément laissé de traces monumentales ou touristiques, ou voilà. Et je trouve que c'est l'histoire qui m'intéresse, c'est cette histoire populaire. Et la télévision fait aussi ça, peut aussi parler de cette histoire-là, et pas seulement du roman national et des grands hommes. Alors vous avez employé lié à ça une très belle formule aussi, qui est l'histoire comme thérapie. Ouais, ça c'est effectivement un des autres aspects fondamentaux de Cold Case. Et d'ailleurs je cite aussi un autre ouvrage qui a été publié en français sur Cold Case par Laurent Malbruno, qui est, je crois, psychologue de formation, et qui a fait une analyse donc, de la série sous l'angle psychanalytique. Et effectivement, il y a quelque chose dans cette recherche de vérité, d'en rendre finalement la totalité de leur vie à des gens qui sont morts. Mais c'est quelque chose dont parlait Michelet, hein. C'est le côté résurrection des morts qui est très, très intéressant et très parlant pour les historiens dans cette série. Mais dans le côté thérapeutique, il y a aussi cette idée très américaine, parce que là encore, la société américaine est pétrie de psychologie, de psychanalyse, et encore plus les scénaristes de séries. Cette idée que la vérité soigne, que la vérité fait du bien, que ce sont les secrets de famille et les silences qui rendent malades, et parfois physiquement, et qu'au contraire, faire jaillir la vérité est quelque chose qui permet de trouver la paix à la fois pour les morts et pour les vivants. Et je trouve ça bien sûr très beau. Ouais. Alors il y a énormément de choses, on va le voir tout au long de cet épisode, hein, à dire sur Cold Case. J'aurais aimé qu'on commence peut-être par évoquer ce que vous avez dit tout à l'heure, cette idée qui est centrale quand on écoute, quand on regarde et quand on écoute Cold Case, c'est la musique. Hein, vous l'avez dit, puisque la série n'est pas éditée en DVD parce que la bande son originale coûterait trop cher, et effectivement, hein, puisque l'idée de Cold Case qui est très intéressante, qui est marquante, c'est que les chansons qui sont employées chaque fois collent au récit.
Oui, c'est vraiment, alors pour employer un gros mot, la musique dans cette série a une fonction métadiégétique, c'est-à-dire qu'elle commente l'action en train de se faire. Et c'est pour ça que c'est une série faite pour un public anglophone, bien évidemment, mais la musique, elle agit à plusieurs niveaux, c'est-à-dire d'abord à remettre le téléspectateur dans l'ambiance de l'époque, parce que quand on entend Faith de George Michael, on est tout de suite dans les années 80. Quand on entend... qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Quand on entend les chansons grunge, on est dans les années 90. Évidemment, quand on entend du jazz, on va être dans les années 30-40, du swing, les années 40, donc voilà, le rock'n'roll des années 50. Donc il y a le rap aussi. On va être dans des milieux sociaux tout de suite très identifiés par le son et aussi des années. Et il y a cette fonction là aussi du tube qui va rappeler au spectateur des souvenirs, puisque la plupart des épisodes sont situés dans le second XXe siècle, donc a priori dans une période qui a été vécue par la plupart des téléspectateurs qui la regardent. Donc il y a cet aspect vraiment tout de suite du son comme évocateur de souvenirs. Et puis au-delà de ça, les chansons choisies ne le sont jamais par hasard, puisque quand on écoute les paroles, elles disent quelque chose de l'action, et moi j'aime beaucoup aussi les comédies musicales, et très souvent il y a un côté à la limite de la comédie musicale. D'ailleurs il y a un épisode qui rend hommage à Cabaret, il y a un épisode qui rend hommage au Rocky Horror Picture Show, et il y a un épisode fait uniquement pour illustrer des chansons de Bruce Springsteen, dont la créatrice de la série, Meredith Steam, était une très grande fan. Donc il y a ce côté vraiment de la musique qui sert, et même parfois qui écrit l'intrigue, plus que les dialogues eux-mêmes, et qui est évidemment extrêmement important, et puis qui dit quelque chose aussi de l'Amérique, de cette importance de la musique populaire pour dire l'Amérique, pour dire les brassages entre les Noirs et les Blancs notamment, et pour dire aussi l'influence de la culture américaine sur le reste du monde, parce que c'est une musique qui bien évidemment parle aux Américains, mais nous parle aussi lorsqu'on voit la série. Oui, hein, j'allais venir là-dessus. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que à travers cette bande de son qui est extraordinaire, hein, à la fois en termes de titre et puis en termes d'adaptation au contenu, comme on venait de le dire, on peut appréhender à la fois la culture populaire américaine et donc par le biais de la mondialisation, cette culture qui s'est peu à peu acculturée à la nôtre. Oui, et puis très souvent en plus les dialogues entre les personnages donnent quelques informations de remise en contexte de la musique. Par exemple, il y a un épisode qui est inspiré d'un personnage qui ressemble un peu à Elvis Presley, donc qui est dans les années 50, un jeune blanc qui a entendu de la musique noire et qui se met à chanter, à danser comme Elvis. Et dans les dialogues de l'épisode, les personnages, donc, parce qu'il y a deux flics un peu plus âgés qui ont une soixantaine d'années, un blanc et un noir, qui sont très amis parce que tous les deux sont anciens combattants de la guerre du Vietnam, on y reviendra, mais qui se souviennent du coup de leur enfance et de la façon dont Elvis était considéré comme transgressif à la fois par les noirs et par les blancs, pour ce côté précisément précurseur et novateur dans sa façon de faire de la musique avant de devenir l'icône nationale qu'il est devenu par la suite. Oui, effectivement, ça permet, cette contextualisation permet de resituer pour le spectateur les choses, mais aussi, quand on l'étudie avec votre regard, ça permet d'être une véritable source pour étudier une période. Alors, vous parliez tout à l'heure du personnage principal de cette série, qui est Lily Rush, l'enquêtrice principale, j'allais dire. Pourquoi peut-on dire que Cold Case est d'abord une série policière au féminin, alors que c'est quasiment, je veux dire, le seul grand personnage féminin? Oui, mais là encore, c'est vrai que c'est une des grandes raisons pour lesquelles la série m'a parlé. Bien sûr, c'est que c'est une série avec un personnage féminin, mais c'est aussi une série écrite par une femme,
dirigé par une femme, par une donc showrunneuse, et dans les années 2000 c'était extrêmement rare. En plus quand on lui a confié cette série, donc encore une fois sur une très grosse chaîne, un dimanche soir, pour une très grosse audience, elle avait une petite trentaine d'années, Meredith Steam, et quand on la voit, c'est vraiment un tout petit bout de femme, et elle a su donc mener ce paquebot pendant cette saison, enfin même si elle s'est un peu retirée après pour les 3 dernières. Elle a passé la main à une autre femme, Vina Sud, qui a écrit aussi beaucoup d'épisodes de la série, parmi les plus émouvants. Donc c'est vraiment une série de femmes. C'est aussi une série qui a donné une grande place aux Afro-Américains, aussi bien devant mais surtout derrière la caméra, avec le réalisateur Paris Barclay, qui a réalisé parmi les plus beaux épisodes de la série. Donc c'est à la fois devant et derrière la caméra, voilà, c'est une série de minorités, c'est une série qui a cette sensibilité-là aux victimes, aux oubliés, et cette volonté de leur donner une voix. Et c'est à la fois ce que disent les épisodes, mais aussi la façon dont ils sont écrits. Et c'est ça qui est passionnant. Et donc ce qu'on voit à l'écran, évidemment, se ressent. Et ce personnage de Lily Rush, il est aussi très intéressant dans sa représentation de la féminité, parce que contrairement à la plupart des héroïnes de séries, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'autres séries où l'héroïne est une femme, et en particulier une femme flic, c'est très fréquent dans les séries des années 2000 aux États-Unis, mais elle a une féminité qui est pas, comment dire, qui n'est pas très fortement exprimée, dans la mesure où elle s'habille constamment comme un homme, c'est-à-dire qu'elle est en tailleur-pantalon avec une chemise, et là aussi c'est très original pour les Américains et très frappant pour les Américains, elle est mal coiffée. C'est-à-dire qu'elle a une coupe qui ressemble à rien, elle se fait une espèce de queue de cheval, voilà, qui pour nous Européens semble assez normal pour une femme qui travaille, mais si vous regardez les autres séries américaines, elles ont toujours des brochings impeccables qui bougent pas d'une mèche, etc. Elle a ce côté un peu flou, un peu femme-enfant. C'est aussi Catherine Morris, voilà, elle a un visage très enfantin, ses formes sont totalement cachées par la façon dont elle s'habille, et même si elle a des aventures, évidemment des petits amis au cours de cette saison, c'est vraiment une autre représentation de ce que c'est qu'être une femme flic qui n'est pas non plus violente, qui n'est pas non plus masculine, mais qui n'est pas ouvertement féminine non plus. Et c'est cet entre-deux qui est aussi particulièrement intéressant dans la représentation de la féminité. Et puis voilà, elle a des petits amis, mais elle est globalement célibataire, elle n'a pas d'enfants, elle vit avec 2 chats estropiés, et ce que j'ai écrit dans le livre, c'est un personnage qui est beaucoup plus intéressé en fait par son passé que par son avenir, et donc du coup par le passé des gens également. Et ça, il y a quelque chose aussi qui parle évidemment à l'historien et à l'historienne. Alors justement, pour parler à l'historien, dans le cadre des Gender Studies, des études de genre, qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette série Cold Case ? Donc oui, évidemment, là j'ai déjà un peu abordé le sujet. Bien sûr, c'est une série féministe avec énormément d'épisodes sur justement les discriminations et les difficultés d'être une femme au XXe siècle. À toutes les époques. C'est aussi une série où il y a quand même de nombreux épisodes avec des personnages homosexuels. Alors, des épisodes qui parlent de la lutte des homosexuels pour leurs droits, l'égalité, la fin des discriminations, bien sûr, un épisode sur le sida. Mais c'est aussi une série, et pour les années 2000, c'était assez novateur, et qui a montré 2 épisodes avec des personnages transgenres. Donc des deux côtés, et à des époques différentes, et
qui a aussi beaucoup parlé de la difficulté d'élever des enfants. Aux États-Unis, on dit special needs, donc des enfants en situation de handicap et qui demandent donc une attention particulière de la part des parents et du milieu éducatif. Donc c'est vraiment une série qui est sensible à toutes ces problématiques de la différence, mais qui, dans le cas des homosexuels aussi, ne va pas trop dans le stéréotype par rapport aux années 2000, c'est-à-dire que il y a à peu près... les homosexuels ne sont pas tous forcément merveilleux, en avance sur leur temps, gentils. Il y en a qui sont serial killers, et surtout, il y en a aussi assez souvent dans les personnages secondaires et tertiaires, et ça fait partie du paysage, de même que la diversité raciale, à quelques exceptions près, fait aussi partie du portrait qui est fait de la société américaine. Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et quand on regarde la série, c'est effectivement une série qui a cassé des codes assez intéressants, qui a refusé une certaine normativité de la société américaine, et qui, du coup, a mis en avant, à travers tous les épisodes, quand on les regarde les uns après les autres, effectivement, beaucoup soit de groupes sociaux, soit de groupes, sexuels, qui sont considérés comme des minorités, ce qui a été un peu au cœur des actions de cette saison. Alors à deux exceptions près, c'est les Amérindiens qui ne sont pas du tout présents dans la série, et les Américains musulmans qui sont aussi le gros point aveugle de la série. Le 11 septembre n'est pas du tout abordé, alors qu'il y a un des avions qui a été détourné ce jour-là, qui s'est écrasé non loin de Philadelphie. Donc ça aurait pu donner lieu à un épisode, et beaucoup de procédurales des années 2000 parlent des conséquences du 11 septembre. Cold Case, vraiment pas du tout. Les minorités asiatiques aussi sont assez, même très sous-représentées, alors que Vina Sud, dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment la deuxième grande cheville ouvrière de la série, est elle-même d'origine philippine, donc elle aurait pu parler de ce qu'elle connaît, mais il y a très très peu d'épisodes sur les Américains d'origine asiatique, à part un très bel épisode sur le sort des Américano-Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en revanche, bien sûr, la communauté noire, et dans une moindre mesure la communauté hispanique, est très bien représentée, et on sort des clichés, notamment à travers les personnages principaux, donc de ces flics de Philadelphie, dans lequel il y a un puis deux flics qui sont afro-américains, et l'acolyte, le partenaire de Lily Rush dans ses enquêtes, est d'origine hispanique. Donc il y a quand même une forte représentation de ces minorités-là. Alors justement, j'aimerais maintenant qu'on parle de ces minorités, parce que dans beaucoup d'épisodes, la minorité noire a été au cœur de l'écriture du scénario. Notamment, il y a beaucoup d'épisodes autour de l'Amérique de la ségrégation. Oui, alors là encore, c'est une série des années 2000, et donc elle est diffusée de 2003 à 2010. Et notamment pour ces dernières saisons, on peut sentir en voyant cette série tout l'espoir qui a été mis par ces scénaristes de gauche dans la candidature Obama et dans la présidence de Barack Obama. Oui, les discriminations et la ségrégation est au cœur de très nombreux épisodes de la série. Il y en a un... probablement parmi les plus beaux, qui s'appelle en anglais Strange Fruit, donc du célèbre poème, et puis de la chanson de Billie Holiday, et puis c'est la version de Nina Simone qu'on entend dans la série, qui se passe en 1963, et qui est réalisée donc par Paris Barclay, un réalisateur donc afro-américain, et qui fait les flashbacks de cet épisode en noir et blanc, mais avec un noir et blanc
très fort. Les contrastes sont extrêmement forts et je trouve ça particulièrement intelligent parce que ça montre aussi visuellement le clivage qu'il y avait dans cette... Donc ça se passe dans une banlieue chic de Philadelphie où les Noirs sont les serviteurs des Blancs et d'un jeune garçon qui évidemment va remettre en cause l'ordre social et va être tué pour ça. Voilà, c'est très beau, l'histoire est effectivement assez classique, mais la mise en scène, par ces flashbacks en noir et blanc, par la scène finale qui est insoutenable, parce que donc ça se termine par le lynchage de ce jeune garçon, sur fond de Nina Simone qui chante Strange Fruit et d'un personnage qui est témoin de ce lynchage, d'une petite fille qui est témoin de ce lynchage et qui entend à la radio, parce qu'elle est cachée dans une voiture, et qui entend à la radio le discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Et voilà, et c'est vraiment cette force de la fiction de faire que ce mélange, la musique, le discours historique et la scène de fiction qui rappelle évidemment des tas d'autres événements qui se sont réellement passés, qui touchent au cœur et qui font prendre conscience que les choses ne se sont pas faites en un jour et que l'égalité entre les Noirs et les Blancs a été un très très long combat et est toujours d'ailleurs aujourd'hui un combat en cours aux États-Unis et ailleurs. Oui, c'est ce que je pense qui a été assez compliqué peut-être pour les scénaristes, montrer cette face cachée un petit peu de l'histoire américaine. Alors c'est d'autant plus peut-être compliqué à comprendre pour nous Européens qui ne connaissons pas forcément tout de cette histoire quotidienne des États-Unis. Vous l'avez dit en introduction, Cold Case permet d'appréhender une histoire populaire, en tout cas des États-Unis tout au long du XXe siècle. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comme ça, par plusieurs épisodes, alors qui ne sont pas bout à bout, c'est ça qui est peut-être compliqué, mais on peut voir un cheminement vers l'égalité entre les Blancs et les Noirs, même si elle n'est pas encore acquise aujourd'hui. On peut percevoir cette histoire-là américaine. Oui, alors c'est la façon dont l'histoire est enseignée à l'école aux États-Unis, ou en tout cas dont elle était enseignée à l'école aux États-Unis dans les années 90, enfin depuis les années 80 et jusqu'aux années 2000. C'est vraiment cette idée très américaine de City upon a Hill, donc de la ville sur la colline, que évidemment l'union devient toujours plus parfaite avec le temps et que le temps précisément est là pour corriger les erreurs du passé et que donc la société américaine est en marche vers le progrès. Donc c'est de cette façon-là dont elle est enseignée aux enfants et effectivement même si nous peut-être ces pans de l'histoire américaine nous sont moins connus, c'est des moments c'est des histoires qui parlent énormément à la population américaine parce que ce sont des faits divers qui ont été qui sont très connus, qui sont utilisés dans les manuels d'histoire ou de sciences sociales dans les écoles et puis qui sont aussi beaucoup repris au cinéma et dans les téléfilms, donc qui font partie quand même de cette culture civique populaire des citoyens américains. Et oui, et c'est une vision typiquement américaine, que la société progresse vers le mieux et c'est justement le fait que la société a progressé vers le mieux qui permet dans la série à Lily Rush de rétablir la vérité et de libérer une parole qui ne pouvait pas l'être par le passé. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la présence de certaines minorités ethniques américaines dans les épisodes. On vient de voir la minorité afro-américaine qui est quand même assez bien représentée, que les hispaniques sont présents aussi, un petit peu moins les asiatiques, et puis il y a l'oubli des Amérindiens. Alors peut-être est-ce que parce qu'on est dans l'Est qui a été le premier en tout cas colonisé par les Européens, avec peut-être un peu moins une histoire en tout cas un peu moins proche que celle du 19e siècle, je ne sais pas.
mais il y a quelque chose qui est aussi marquant et qui est très, je trouve, très américain, c'est l'étude dans ces épisodes-là des minorités religieuses. Hein. Dans un pays pour nous comme la France qui est assez laïcisé, on va dire, hein, où il y a une certaine déprise religieuse, on a du mal à comprendre comment on peut centrer des épisodes autour de minorités religieuses, alors que c'est tout à fait normal dans un pays comme les États-Unis. Oui, il y a de très nombreux épisodes qui se passent au sein de la minorité juive américaine, mais il y a aussi des milieux donc, évangélistes, très chrétiens. Voilà. La religion est présente dans la série, mais ce qui est intéressant aussi et ce qui fait que j'ancre cette série plutôt à gauche, sur l'éventail politique américain, c'est qu'elle critique quand même les excès de la religion, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une série aussi des années Bush, où on va critiquer notamment le bigotisme, je crois que c'est un anglicisme, mais disons le côté trop radical, trop extrémiste dans sa pratique religieuse, et au contraire, célébrer une inclusion, une intégration et finalement une forme de laïcité à l'américaine, qui est que la pratique religieuse est quelque chose de privé, mais n'est pas quelque chose qui doit absolument guider toute sa vie et surtout sa participation à la société, à la politique, etc. Oui, c'est là qu'on se rend compte aussi que les États-Unis sont une véritable mosaïque, en tout cas, de différentes minorités, à la fois ethniques, on le voit bien dans la série, et aussi religieuses, puisque de toutes les, entre guillemets, sectes protestantes qu'on peut voir, mais aussi les différents types de judaïsme, par exemple, qu'on peut voir à travers les épisodes, c'est quelque chose qui est très très bien filmé, je trouve, et qui est filmé aussi avec, effectivement, un certain regard, j'allais dire, un petit peu détourné, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, mais on montre quand même un petit peu ce qui peut se passer, surtout s'il y a des excès. Oui, voilà, c'est un appel à la modération, disons, dans sa pratique religieuse, et puis un appel à la tolérance, qu'elle soit sur les orientations sexuelles, qu'elle soit sur évidemment les discriminations raciales, mais aussi qu'elle soit sur les différences religieuses. Alors vous l'avez dit, Cold Case, plutôt une série qui se situerait à gauche de l'échiquier politique américain, ce qui à mon avis était aussi une gageure de la part des showrunners, puisqu'on est, vous l'avez dit, sur CBS, plutôt sur un public conservateur, et pourtant on est face à une série qui a duré 7 saisons, et qui a critiqué, on le perçoit, ce que on aurait appelé, Jacques Chirac aurait appelé la fracture sociale, mais en tout cas ce qui se passe aux États-Unis, la faillite du système capitaliste. Oui, et il y a des épisodes notamment qui se revoient aujourd'hui avec un regard, ça reste toujours très, très pertinent. Je l'ai pas dit, mais c'est quand même Cold Case, c'est 15 millions de téléspectateurs aux États-Unis en première diffusion. Et pour la France, c'était entre 5 et 8 millions de téléspectateurs. Et c'est la première série américaine qui a battu une série française de TF1 en 2006. Et donc qui a été aussi importante dans l'histoire de la télévision française et dans la place croissante qu'ont prise les séries américaines en prime time dans la deuxième moitié des années 2000, et qui ont participé aussi à cette importance des séries américaines dans le quotidien des familles françaises. Et pour revenir, à cette critique du système américain, c'est une série dont certains épisodes, notamment dès la première saison, alors la première saison, c'est justement le moment où les séries doivent faire leurs preuves, où elles peuvent être annulées à tout moment, donc a priori on s'attendrait à ce qu'elles soient prudentes. Mais donc dès le 16e épisode de la première saison, c'est une série qui se prononce clairement et fermement en faveur de l'avortement.
en montrant visuellement en fait les risques pris par les femmes dans les années 60 lorsque les avortements étaient pratiqués de manière clandestine. Et c'est pas du tout... l'épisode dit pas du tout l'avortement c'est bien ou c'est mal. Il dit, et ça c'est extrêmement fort, il dit l'avortement ça fait partie de la réalité de la vie des femmes. Voilà. Et tant qu'à faire, autant que ce soit pratiqué dans de bonnes conditions pour préserver la vie des femmes. Et ça, c'est vraiment très, très fort aux États-Unis, particulièrement dans les années 2000 et encore aujourd'hui, où les mouvements pro-life sont extrêmement puissants et découragent un très grand nombre de femmes et de médecins de pratiquer ou d'avoir recours aux avortements. Oui, hein, c'est quelque chose de très important qui montre finalement qu'il y a des côtés sombres dans ce qui a été longtemps perçu comme le rêve américain et finalement qui gratte un petit peu ce vernis-là et qui va chercher des failles dans ce système capitaliste avec des épisodes centrés autour de la pauvreté par exemple. Oui, sur la pauvreté, sur en fait l'absence de système de couverture sociale que ce soit le système de santé, que ce soit le problème d'assurance chômage, des mères célibataires qui se retrouvent donc à la rue avec leurs enfants, des parents qui ne peuvent pas soigner leurs enfants parce qu'ils n'ont pas la bonne couverture médicale. Voilà, des choses très, très dures finalement, puisque ça tue des gens. Et c'est tout à fait d'actualité encore aujourd'hui. Donc c'est aussi Et on s'en rend peut-être pas bien compte de ce côté de l'Atlantique, mais c'est un discours qui, pour les États-Unis, apparaît extrêmement à gauche. On le voit dans cette présidentielle et la précédente. Bernie Sanders, qui est donc un des seuls candidats à faire campagne pour une couverture maladie universelle, sans condition, etc., se présente et est considéré comme un socialiste, ce qui aux États-Unis est un gros mot pour beaucoup d'Américains. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas dans le modèle social américain traditionnel, mais dont l'importance est rappelée dans la série, parce que là encore c'est une série qui prend parti pour les plus faibles. Pour les oublier. Justement, comment est-ce qu'elle est perçue, j'allais dire, cette série par cette Amérique, j'allais dire, profonde du Midwest, par exemple, où des gens doivent quand même regarder, même c'est sur les 15 millions de spectateurs, comment est-ce qu'ils se voient dans cette Amérique-là? Est-ce qu'ils en sont conscients ou pas? Puisqu'on est quand même sur Philadelphie, qui est plutôt sur la côte Est, normalement un peu plus progressiste. Alors ça, c'est difficile, c'est une question difficile, parce que j'ai pas fait d'enquête d'opinion auprès des téléspectateurs, et puis c'est quelques épisodes noyés dans la masse. Elle a pas fait scandale parce que précisément c'est montré sous l'angle du passé. C'est montré et à la fin comment dire, la morale est toujours rédemptrice et on va vers le mieux et l'Amérique c'est quand même un pays où il fait bon vivre, voilà, donc je pense pas que ça ait ça n'a pas choqué comme d'autres séries ont pu choquer à la même époque. Donc on est dans Cold Case lors de la diffusion sous les mandats de George Bush, qui est donc républicain, plutôt conservateur, et il y a à travers ça quand même une certaine critique de la société américaine, notamment au niveau du port d'armes, de l'autorisation des armes. Oui, c'est une série qui critique assez ouvertement, mais sans trop en faire non plus, parce qu'on est sur une chaîne de grande écoute, qui critique les valeurs néo-chrétiennes de George Bush.
conservatrice, donc à la fois effectivement les excès de cette nouvelle droite chrétienne évangélique américaine, et puis bien sûr au-delà de l'épisode anti-avortement qui est quand même très engagé, il y a un épisode aussi anti-libre circulation des armes, et qui là encore touche à pour le coup, un des piliers de la Constitution américaine, le fameux deuxième amendement. Et donc c'est un épisode très particulier, c'est l'épisode 13 de la saison 2 de mémoire, qui pour une fois ne reconstitue pas la vie d'une victime, mais reconstitue en fait l'histoire d'une arme et de la façon dont elle a circulé sur 20 ou 25 ans au sein de la société américaine, donc une arme semi-automatique, donc une arme a priori de guerre qui ne devrait pas être libre à la vente, mais qui pourtant l'est. Et c'est vraiment là encore une position très engagée de la part des scénaristes, parce que ça s'inscrit en faux contre le slogan de la NRA, donc le grand lobby pro-armes aux États-Unis, qui dit que c'est pas les revolvers, c'est pas les armes qui tuent, ce sont les gens. Et là, ça montre bien quand même que pour tuer, il suffit pas d'avoir des gens, il faut quand même aussi avoir des armes. Et ça montre bien la dangerosité de ce type d'armes extrêmement létales dans les mauvaises mains, et notamment dans les mains d'enfants et d'adolescents. Donc c'est très fort, et c'est un épisode qui se termine par la seule chanson de Michael Jackson qu'il y a dans toute la série, qui est Man in the Mirror, donc l'homme dans le miroir, et qui engage vraiment à la fin de cet épisode la société américaine à se regarder en face et à prendre les mesures qui s'imposent. Alors là encore, cette réforme de la vente d'armes aura été un des grands projets des mandats d'Obama, qui a réussi à restreindre un petit peu les conditions d'accès à ces armes, mais qui sont quand même encore très largement en circulation. Et on voit bien aujourd'hui qu'en pleine épidémie, le premier réflexe des Américains a été d'acheter non pas du papier toilette, mais des armes, quoi. Oui, ça nous amène aussi à un des autres aspects importants de la série, qui est celle de montrer des Américains et des Amériques, puisque je dis des Amériques puisque c'est tout au long du XXe siècle, à travers les guerres, avec beaucoup là aussi de vétérans qui sont présentés dans la série. Oui, alors c'est là qu'on peut un peu, nuancer ce côté très à gauche de la série. C'est que quand il s'agit de guerre, Cold Case a le paradoxe d'être à la fois une série anti-guerre, mais militariste. Alors, ça, là encore, c'est très américain, c'est-à-dire que les séries montrent que la guerre, c'est mal. Et que surtout la guerre, ça fait du mal, ça abîme, que les soldats en reviennent souvent traumatisés, blessés psychiquement et ou physiquement, que leur réintégration est difficile. Et en même temps, ça ne cesse de montrer le choix de s'engager dans l'armée, le métier des armes et la carrière militaire de façon générale, comme quelque chose de formateur, comme quelque chose qui apporte des valeurs morales, qui apporte une éducation et qui, au final, pour ceux qui réussissent à traverser l'épreuve de la guerre et à la surmonter, qui les rendent meilleurs, et qui permet à la société autour d'eux aussi de devenir meilleure. Donc c'est un discours très paradoxal, et qui se couple aussi à un discours féministe, parce que là encore il y a plusieurs épisodes qui font
l'éloge de ces femmes américaines qui choisissent de porter les armes, qui choisissent d'être combattantes. Les 2 derniers épisodes de la saison 6 sont absolument déchirants parce que ça s'inspire d'un fait réel comme beaucoup d'autres épisodes, mais c'est sur une jeune fille qui a voulu intégrer une école d'officiers prestigieuse américaine et qui est victime d'un bizutage extrêmement violent qui va aboutir d'ailleurs à sa mort. Enfin, c'est pas rien. Donc là aussi, encore une fois, l'armée fait partie de la société et même de l'économie américaine, encore plus dans ces années 2003-2010 où l'Amérique est en guerre. Voilà, et c'est quelque chose qu'on ressent très fortement dans la série, ou en tout cas que moi j'ai ressenti très fortement, parce que les représentations de la guerre m'intéressent au premier chef, mais voilà, c'est aussi, ça fait partie bien sûr de l'histoire des États-Unis, de la façon dont elle s'est construite et dont elle se pense aussi en tant que nation. Alors vous l'avez dit, hein, les épisodes commencent en 1919, donc on a ensuite toutes les guerres auxquelles ont participé les Américains qui sont représentés, avec vous l'avez évoqué en tout début de cet épisode, l'idée qu'il n'y a rien autour du 11 septembre alors qu'on est proche. Alors pourquoi ? Est-ce que vous avez une explication là-dessus ? Est-ce que les showrunners en ont parlé ou pas du tout ? J'ai effectivement pas de... Il n'y a pas eu d'interrogation à ce sujet dans les interviews que j'ai pu lire. C'était probablement trop difficile, c'était très politisé à l'époque, parce que justement il y avait George Bush qui était le président du 11 septembre, donc c'était peut-être un peu difficile quand même d'aller le critiquer jusque là. Non, simplement j'ai noté cette absence-là qu'on ne retrouve pas dans d'autres procédurales du même type et de la même époque, comme FBI porté disparu par exemple, mais qui est une série qui se passe à New York. Donc voilà, mais il y a d'autres séries qui parlent pas du tout du 11 septembre. Friends, qui se passe à New York, l'a évoqué de façon extrêmement subliminale dans certains épisodes, mais jamais directement parce que c'est une comédie. Sex and the City, qui se passe à New York, n'en parle pas. Je crois quand même qu'il y a la violence du traumatisme qui fait que peut-être c'était un peu trop compliqué, un peu trop douloureux pour les scénaristes d'évoquer ce sujet. Je sais pas. Alors vous avez dit à l'instant effectivement que peut-être que le discours était un peu moins libre à l'époque de Bush. Est-ce qu'il y a eu un changement avec l'élection d'Obama par rapport, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour ce qui est peut-être social, mais par rapport aux guerres, est-ce que le discours change ? Oui, effectivement, dans la représentation de la guerre et le discours sur la guerre, pour les 2 dernières saisons, les saisons 6 et 7, qui sont les saisons diffusées sous la présidence Obama, qu'entre novembre, fin 2008 et puis jusqu'en 2010. Donc ces 2 saisons vont critiquer quand même plus frontalement ce qu'ont fait les États-Unis, l'armée américaine au Moyen-Orient, la façon dont ces guerres ont été menées, voilà. Mais là encore, avec une absence de représentation de ces Américains de religion musulmane qui se sont engagés après le 11 septembre dans l'armée américaine et qui auraient pu donner lieu à de très beaux épisodes de Cold Case. Donc peut-être que pour les amateurs de fanfiction, on pourrait écrire des épisodes de Cold Case avec ce type de personnage-là qui mériterait aussi d'être inclus dans ce discours de l'Amérique comme nation progressiste.
Alors, j'aurais pour terminer, Marjolaine, une dernière question autour de votre épisode préféré. Alors, vous en avez évoqué plusieurs, avec plusieurs points d'attache. Est-ce qu'il y en a un qui ressort parmi tout ça, parmi les 156? Oui, parmi les épisodes qui m'ont le plus touchée, parce que ça fait partie des épisodes qui m'ont introduit à quelque chose que je connaissais pas ou peu de l'histoire américaine au moment où j'ai vu la série la première fois. C'est le 11e épisode de la 5e saison, qui s'appelle Famille 8108, et qui parle de l'internement des Américano-Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est un des rares épisodes avec des minorités d'Américains d'origine asiatique. Et évidemment, ça se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ces questions d'internement, mais c'est aussi ces questions d'intégration, de regard des autres sur son apparence physique, qui fait qu'on a l'air moins américain que d'autres. C'est un épisode extrêmement beau, très bien réalisé, avec des flashbacks superbes, et qui est très fort, voilà, sur cette expérience de la déportation et de l'internement de ces Américano-Japonais de la côte ouest vers le Midwest dans les années 40. Puis il y en a un qui est envoyé sur le front et qui va se battre en Italie. Enfin, c'est vraiment un épisode superbe, aussi sur la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être parce que c'est ma marotte en ce moment. Mais il y avait le 2e épisode de la saison 2 aussi, qui s'appelle Factory Girls, et qui raconte en fait l'émancipation d'une femme au foyer pendant la guerre. Donc le mari est parti, elle se met à travailler dans une usine d'armement, donc elle devient une de ces Rosie qui sont devenues aujourd'hui des figures dans les manifestations féministes, et elle découvre le monde du travail, les relations avec les collègues, elle sort de chez elle, et c'est très beau aussi sur cette émancipation des femmes, voilà, à cette période-là. Donc ça fait partie des épisodes qui m'ont le plus touchée, au-delà de ceux dont j'ai déjà parlé, sur évidemment celui sur la circulation des armes à feu, celui sur l'avortement, et celui sur le lynchage, qui sont à la fois dans leur qualité d'écriture, mais aussi dans leur réalisation. Et c'est ça ce sur quoi je voudrais insister, c'est que très souvent on déconsidère ces séries des networks comme des séries réalisées à la va-vite, où on pose toujours les caméras aux mêmes endroits, etc. Évidemment, il y a des répétitions, parce que ça fait partie du plaisir et de la forme en termes de mise en scène, mais vraiment il y a un effort d'inventivité, d'originalité et de sens, notamment dans les flashbacks de très nombreux épisodes de cette série, qui méritent aussi une analyse esthétique et d'être reconnue pour ça. Marjolaine, je vous remercie. Alors pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, je recommande bien sûr de revoir ces épisodes, peut-être après avoir écouté le podcast, pour avoir certaines grilles de lecture. Et je recommande surtout votre livre que vous avez fait paraître en 2013 au PUF, qui est Cold Case, la mélodie du passé, avec, moi je trouve, un très beau titre qui résume parfaitement ce qu'on veut ressentir à travers cette série. Voilà, donc merci beaucoup. Et disponible gratuitement sur Cairn. Voilà, donc pour tous ceux qui auraient des accès étudiants comme ça, bien sûr, vous pouvez y aller dessus. Merci Marjolaine d'avoir fait avec nous cet épisode 8. J'espère vous retrouver bientôt peut-être pour d'autres séries, avec puisque voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.